comme vous pouvez le dire finalement Dominique Cotreau dans son livre À l'école des éléments, éco-formation et classe Z. Donc au final, tout ça, ça nous amène aujourd'hui à l'émergence de dispositifs qui sont assez récents, comme les aires éducatives, les aires marines éducatives, qui ont essaimé partout un peu sur le territoire en France, qui finalement aujourd'hui sont héritières de tout un passé et non pas juste une émergence Tu laisses là, dénuée de tout sens, quoi. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ce que j'ai fait. J'ai fait une revue de littérature, c'est-à-dire que j'ai essayé de me poser la question de comment ces dispositifs scolaires, est-ce qu'ils avaient la possibilité de transformer le rapport à la nature des élèves. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le rapport à la nature? Première question. Comment on s'interroge de comment on le définit? Alors, c'est finalement, dans la recherche, nous, on le définit comme l'ensemble des interactions que peut avoir un humain avec le non-humain. Et donc là-dedans, on inclut à la fois le vivant, donc ça peut être des algues, des animaux, etc., mais également des dimensions peut-être plus symboliques comme les paysages, le vent, la mer, le sable, les rochers, etc., etc. Donc tous ces éléments rentrent dans ce qu'on appelle le rapport à la nature. Il a du coup plusieurs dimensions qui sont à la fois corporelles, émotionnelles, sensibles, sensorielles, symboliques, cognitives, sociologiques, etc., etc. Donc il y a une infinité de dimensions euh, pour pouvoir finalement essayer d'appréhender ce rapport à la nature. La recherche, ils ont été très forts. On a multiplié le nombre d'indicateurs pour essayer d'essayer de tendre à mesurer ce rapport à la nature. On peut travailler sur les préoccupations envers la nature, les comportements qu'ont les élèves face à la nature, les attitudes, le sentiment d'appartenance, les connaissances sur l'environnement, les perceptions qu'on peut avoir des éléments naturels, la connexion à la nature, etc., etc. Je vous les fais pas tous. Mais à titre d'exemple, juste pour les attitudes envers la nature, il existe plus de 700 échelles de mesure qui ont été référencées et contrôlées. Donc tout ça, ça amène à une pluralité de méthodologies, des L'école de... thèses, des questionnaires, des entretiens semi-dirigés, libres, dirigés, des observations participantes, non participantes, bref, une pluralité de méthodologies d'analyse pour des études qui vont être à la fois parfois quantitatives, on va chercher de faire des statistiques sur est-ce que les élèves, après avoir participé à un dispositif d'éducation à l'environnement, est-ce qu'ils obtiennent des meilleurs résultats scolaires, ou alors est-ce qu'on fait des études plus qualitatives, on va essayer de comprendre finalement les processus par lesquels les trajectoires par lesquelles vont passer les élèves quand ils sont en train de vivre ce dispositif. Et tout ça, tous ces éléments, ça nous amène à nous poser la question de ce rapport à la nature qui pourrait évoluer sur une forme de continuum, d'un rapport qui serait plutôt anthropocentré, c'est-à-dire plutôt au regard de comment les éléments naturels pourraient être utiles pour l'être humain, vers un rapport plutôt écocentré, comment les éléments naturels sont finalement appréciés en portant une valeur intrinsèque propre. Ce continuum, bien sûr, il est ouvert, c'est pas tubulaire, c'est pas des cases, c'est vraiment une forme, il y a une multitude, il y a autant finalement de rapports à la nature que de personnes ici présentes sur Terre. Et donc, finalement, ces études, elles essayent de positionner un peu sur ce continuum. On peut réussir à se dire, tiens, est-ce que le rapport à la nature des élèves, il est plutôt, à quel niveau d'anthropocentrisme il est, etc., etc. Donc, pour essayer d'avoir un aperçu de tout ça, j'ai fait ce qu'on appelle une revue de littérature, donc, que j'ai tendu vers une approche systématique. J'ai rentré des mots-clés dans des moteurs de recherche scientifique, avec des mots-clés suivants: éducation à l'environnement, rapport à la nature, scolaire, ainsi que tous leurs dérivés en langue française et anglais. Et ensuite, sur différents moteurs de recherche qu'on peut connaître, ce qui nous mène à identifier plus de 1005 études, par lesquelles on a un biais de sélection, enfin, on a des critères de sélection et d'exclusion. On va arriver finalement à la fin à trier, à avoir dans notre analyse plus de 60 études. Ces 60 études, elles sont intéressantes et à partir de celles-ci, on a essayé de catégoriser leurs résultats et catégoriser les conditions dans lesquelles ces études se déroulaient. Par exemple, pour chacun des programmes d'éducation à l'environnement étudiés, on a répertorié les conditions dans lesquelles se déroulait le programme. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait une condition qui était identifiée par la littérature scientifique comme ayant une influence positive sur le rapport à la nature, on l'a répertoriée. Une fois qu'on a fait ce travail pour répertorier ces études, on a modélisé finalement ce qu'on appelle un idéal type des dispositifs d'éducation à l'environnement. C'est une conception qui est abstraite, qui est purement théorique, qui, si on essaye de le dire un peu simplement,
c'est si un dispositif, pour qu'un dispositif soit le plus efficace possible, il faudrait qu'il regroupe l'ensemble des éléments de cet idéal type. Or, comme c'est un élément qui est purement théorique, ce n'est pas possible. Et maintenant, je vais vous préciser un peu les catégories qui ressortent un peu de la littérature scientifique comme ayant finalement une influence positive sur le rapport à la nature des élèves. Déjà, dans un premier temps, il y a tout un pan de la littérature qui s'intéresse aux études et se déroulant dans un milieu urbain. C'est-à-dire, typiquement, il y a des études qui ont lieu dans le Bronx, à New York, sur les rives. Euh, on peut aller, des études avec des élèves qui vont faire, par exemple, des programmes d'éducation de l'environnement. Ils vont aller tester la qualité de l'eau tout au long de l'année. Euh, on peut aller, il y a d'autres types où ils vont pouvoir se balader dans les rues de New York pour aller observer la diversité euh, de la présence des différents types d'oiseaux qu'il peut y avoir dans leur périmètre autour de l'école. Donc ça, c'est des études qui se déroulent plutôt dans un milieu urbain. Et de l'autre côté, on a des études qui se déroulent plutôt dans un milieu fortement sauvage. On a des études qui se déroulent dans des réserves naturelles. On a des études qui se déroulent plutôt dans des milieux comme fortement naturels, comme lors des classes de mer, par exemple, où on a un environnement qui est plutôt relativement préservé. Et donc, qu'est-ce que dit la littérature scientifique à ce propos? C'est que s'il est possible d'éduquer à l'environnement, de transformer le rapport à la nature des élèves dans un milieu urbain, les transformations seront davantage conséquentes et auront une durabilité dans le temps plus importante si le degré de naturalité est plus élevé. En d'autres termes, si vous avez le choix entre faire de l'éducation à l'environnement dans la cour de votre école ou d'aller dans la forêt qui est juste à proximité ou d'aller sur la plage qui est juste à côté de votre école, privilégiez d'aller sur l'environnement qui est le moins transformé par l'homme. Dans un second temps, on s'est interrogé, il y a un deuxième élément qui ressort des études dans des conditions identifiées par la littérature scientifique, c'est la question du site. Il y a deux études, il y a ceux qui, plutôt comme les dispositifs de classe de mer, qui vont amener les élèves à s'extraire de leur milieu naturel, de leur environnement quotidien pour les emmener dans un environnement qui est plutôt nouveau. Euh, par exemple, on va prendre des élèves qui vont être, par exemple, en classe, qui vont être scolarisés à Paris, on va les emmener faire une classe de mer, notamment dans le pays de Brest, par exemple. Et il y a d'autres dispositifs qui sont plutôt des dispositifs qui vont avoir lieu dans un ancrage relativement local, c'est-à-dire on va, type la classe dehors, on va sortir à proximité de l'école et on va se rendre voir quelle nature est plutôt proche dans l'environnement familier des élèves. Ce qu'on remarque, c'est que si les transformations avec un environnement les transformations du rapport à la nature dans les dispositifs qui se déroulent dans un environnement nouveau ont un impact conséquent sur ce rapport à la nature, les dispositifs qui se déroulent dans un milieu local ont davantage tendance à avoir une durabilité dans le temps. C'est-à-dire ils vont s'effacer, ils vont diminuer moins rapidement. Les attitudes, les comportements déclarés vont euh, davantage rester sur des dimensions plutôt d'orientation écocentrée plus longtemps dans le temps que si elles avaient lieu dans un environnement plutôt nouveau. Ça s'explique notamment par le fait que dans un environnement local, le- les études montrent que les élèves ont la possibilité de sortir du cercle de l'école en parlant à leurs parents, en leur parlant à leurs amis, de y retourner sur des temps extrascolaires et que finalement le dispositif vécu d'éducation à l'environnement, il va sortir finalement de l'école pour continuer à rayonner dans une sphère qui est autre que celle de l'école. Troisième élément qui est reconnu, c'est au niveau de la temporalité des dispositifs. Il y a deux types de dispositifs qu'on repart. Ceux qui sont plutôt récurrents, type on va faire plusieurs sorties pour aller tester la qualité de l'eau dans un étang, dans une rivière ou sur la plage à côté du littoral, dans des dispositifs par exemple de sciences participatives ou des dispositifs, type des programmes résidentiels dans des réserves humides aux États-Unis ou en France comme les classes de mer, où on va plutôt prendre les élèves et les emmener entre 5, 10, plusieurs jours en dehors de leur environnement quotidien. Ce qu'on remarque, c'est que, encore une fois, la récurrence a davantage d'influence sur la durabilité de transformation, notamment parce que finalement, c'est la répétition qui permet d'ancrer durablement, finalement, que ce soit les connaissances, les préoccupations, les comportements,
qui sont finalement les transcripteurs d'un rapport davantage positif à la nature. Bien que tout ça, ce soit des caractéristiques des dispositifs, ça n'est rien sans prendre en compte finalement les pratiques pédagogiques qui sont mises en place au sein de ces dispositifs. Se dégagent quatre pratiques qui sont relativement consensuelles au sein de la littérature scientifique. Il y a l'approche par projet, et notamment dans une dimension collaborative, c'est-à-dire collaboration entre les élèves au sein d'un même groupe, mais également avec des partenaires extérieurs à l'école, c'est-à-dire avec des dispositifs qui vont faire appel à des intervenants extérieurs pour faire autrement euh, différents types d'apprentissage. Le fait que les élèves aient la possibilité d'agir, effectivement, c'est également, notamment en se rapprochant de tout ce qui s'appelle les méthodes actives, ça, c'est finalement quelque chose qui est bien connu et qui finalement favorise l'ancrage des transformations. Pour la petite anecdote, il y a des études qui ont emmené des élèves dans des milieux relativement sauvages, dans un environnement qui était plutôt nouveau, etc., etc., mais avec une pédagogie finalement traditionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt très descendant. On remarque que l'impact était relativement négatif, puisque finalement les élèves avaient l'impression de s'ennuyer alors qu'ils percevaient l'intérêt d'aller explorer l'environnement, on leur empêchait. Donc, je trouvais que c'était intéressant de noter cette étude c'est d'ailleurs de Cachelin et Al en 2002, si je me trompe pas. Et enfin, l'approche sensible, alors c'est aussi un élément, puisque ça permet finalement de prendre en compte les émotions des élèves. On remarque notamment dans des observations qu'on fait sur un temps long, c'est que si on ne prend pas en compte le rapport à la nature initial des élèves, et que par exemple on va sortir de leur environnement quotidien des élèves et qu'on, par exemple, un élève de la banlieue parisienne auquel on forcerait le fait de prendre un crabe directement dans la main, finalement on va avoir plutôt une forme de blocage et une rupture, et il n'y aura pas de progression sur le rapport à la nature des élèves. Donc, prendre en compte la dimension sensible, c'est-à-dire à la fois les différents sens des élèves, mais également les émotions qu'ils peuvent percevoir, c'est relativement important pour transformer durablement le rapport à la nature des élèves. Alors, une fois qu'on a fait cet idéal type, qui est quelque chose qui est relativement théorique, mais qui permet de prendre du recul sur ce que sont les dispositifs d'éducation à l'environnement, on a essayé de positionner les dispositifs scolaires français d'éducation à l'environnement. On a essayé de se questionner est-ce qu'ils rapprochent ou non des dispositifs de l'idéal type qu'on a identifié. Donc on a essayé par un système de grilles et de notes dont je vous passe le système de codage qui est un peu complexe, on rend compte qu'il y a deux groupes de dispositifs distincts. Un premier groupe qui est finalement l'approche disciplinaire menée au sein des classes. Tous les projets qui rentrent dans la labellisation E3D des établissements, le dispositif des éco-délégués, qui ont tendance finalement à, ne, à s'éloigner de l'idéal type qu'on a pu identifier. Et dans un second temps, on a d'autres dispositifs qui sont tels les sciences participatives, les classes de découverte, l'école dehors et les aires éducatives, qui ont plutôt tendance à se rapprocher de l'idéal type qu'on a pu identifier. Euh, je vais passer parce que j'ai pas forcément le temps de vous parler parce que je vois que je suis déjà à 15 minutes 30 de présentation, mais rapidement pour vous dire des différentes méthodologies qu'on mobilise, on a fait faire des dessins d'enfants avec des élèves qui ont pas vécu de séance veille scolaire, où on voit finalement la pauvreté de ces dessins qu'il peut y avoir, et avec des élèves qui ont vécu des séances de voile scolaire, où on voit que finalement il y a déjà une connaissance un peu plus fine du territoire, avec donc ça, c'est la rade de Brest avec des éléments géographiques qui sont identifiés, des éléments de biodiversité également qui sont identifiés. Bref, je passe très rapidement, mais c'était pour montrer un peu l'intérêt de tout ça. Et rapidement, une fois qu'on a remarqué ces deux groupes de dispositifs, on s'est posé la question de pourquoi il y avait ces différences entre ces deux dispositifs d'éducation à l'environnement. En fait, on remarque que les dispositifs qui se rapprochent de l'idéal type, c'est ceux qui s'affranchissent le plus, un, de la forme scolaire et qui valorisent les apprentissages informels. Et dans un second temps, c'est ceux qui valorisent davantage les émotions, donc au sein des dispositifs vécus, et qui laissent une place notamment au corps au sein des dispositifs. Je vais m'arrêter parce que ça fait 16 minutes 43 que je prends la parole, et que si on veut Merci, qu'il y ait des t'es questions, extrêmement précis, je ne t'avais pas coupé, donc c'est que tout allait bien. je suis désolé, j'ai été un peu long et Non, t'inquiète, bon, il y a une question pragmatique de Dort qui te demande si ta review sera publiée.
En français et où ça? Alors, elle est. Donc, on avait déjà fait une première version qui est accessible dans les premiers actes des rencontres de Poitiers de la classe dehors. Mais c'était une version très préliminaire. C'était un prototype de ce qu'on a fait. Et oui, donc on est en processus de soumission. Euh, donc, on a soumis à la revue ERE, Éducation relative à l'environnement, pour la partie revue littérature. Et le deuxième partie sur les dispositifs français d'éducation et environnement, on l'a soumis dans une revue anglophone qui s'appelle Environmental Education Research. Mais dans tous les cas, l'ensemble de ces éléments seront disponibles sur. On a un blog Hypothèse, qui est un blog de recherche scientifique où en fait on raconte un peu la recherche qui est en train de se faire. Et donc, je pourrais vous mettre le lien dans le chat si vous Je l'ai voulez déjà mis avoir accès. et je vais le remettre après. Voilà. C'est Merci magnifique. beaucoup. Il y avait une question aussi, il y a quelqu'un qui a dit, je n'en ai que 3 sur 4, je me suis perdu 3 points au lieu de 4. Je ne sais pas si tu arrives à remettre ça au moment de ton exposé. Et sinon, plus largement, de faire synthèse en une phrase de je suis enseignant ou je suis animateur nature de manière pratique que retenir de ta recherche. Moi, par exemple, j'ai retenu de manière très pratico-pratique, entre un lieu naturel et un lieu moins naturel à égalité de proximité, je vais au lieu le plus naturel possible. Parce qu'il y a d'autres éléments Effectivement. comme ça. Alors, très rapidement, plus c'est sauvage, mieux c'est. Plus c'est local, plus c'est intéressant. Et notamment dans la dimension locale, il faut essayer de trouver des éléments naturels qui ne seraient pas perçus dans cette dimension, des éléments nouveaux dans cet environnement familier. Peut-être des éléments plutôt micro peut-être qui ont été un peu disparus. Et la récurrence, surtout important, le fait de finalement, un peu comme dans tout un type d'apprentissage, le rapport à la nature, il se travaille sur le long terme, donc c'est pas simplement à l'échelle d'une année ou à l'échelle d'une action spécifique, il vaut mieux que ça revienne de manière récurrente. Donc peut-être, au regard des programmes français, avoir des dispositifs qui sont plus courts, mais plus récurrents qu'une seule sortie qui aurait lieu tout au long, une seule fois dans la scolarité de l'élève. Et enfin, surtout, prendre en compte le rapport à la nature initial des élèves, puisque certains, pour, typiquement, on a des cas d'éducateurs à l'environnement qui sont hyper familiers avec leur environnement et qui vont avoir peut-être tendance à naturellement, je vais pas dire forcer, mais encourager fortement les élèves à rentrer en contact avec les éléments naturels. Attention à prendre en compte à pas bloquer les élèves, quoi. Parce que c'est un peu ce qui s'observe dans la littérature scientifique. C'est que les émotions négatives perçues envers l'environnement, si elles sont pas travaillées, si elles sont pas prises en compte euh, par l'animateur ou par l'enseignant, euh, il n'y aura pas l'effet escompté dans la présentation. Et le point 3 je sais plus, mais je sais pas à quoi ça se rapportait, Benjamin. Le point 1, 2, 3. C'est là où tu en étais à 14h24. C'est pas grave, hein. Sauf si Isabelle, tu veux nous dire. Euh, oui, non, mais rapidement, c'était les 4 pratiques. Il y avait des projets dans une dimension collaborative, Ah ouais, c'est les ça. élèves qui ont la possibilité d'agir, et j'avais l'approche sensible, et il me semblait qu'il y en avait 4, mais j'en ai que 3 du Ouais. coup. En fait, c'est parce que l'approche projet, elle peut être menée de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on peut demander à chaque élève de réaliser son propre projet. Merci. Et que donc, c'est projet, collaboratif, agir et approche sensible. Donc, je l'ai fait. C'est assez. Et Voilà. et donc, plutôt qu'un dispositif, mieux vaut s'accrocher à ces principes-là et les décliner dans les dispositifs qui sont à notre portée, là où on est. Et ici, une aire éducative, là-bas, Exactement, on ouais. fait de la classe dehors. C'est pour répondre à une question d'après qui disait, c'est Mais quoi bien évidemment, ouais. déjà les dispositifs? Tu peux les remettre, mais finalement, Mm. c'est plus sur la manière de les mettre en œuvre. Exactement. Et surtout qu'on se remarque que on remarque qu'il n'y a pas il y a pas qu'une seule version d'un dispositif. Alors là, ça a un rendu qui est figé, qui est stable, mais par exemple, les classes de découverte, il n'y a pas une classe de découverte, il y en a 15 000 et qui sont faites de façon différente. Ça, c'est un peu le biais de cette recherche-là. C'est que forcément, quand on fait une revue littérature et qu'on essaye à un moment donné de faire des moyennes, forcément, on enlève toutes les exceptions.
On voit que l'approche disciplinaire, elle se rapproche pas de l'idéal type, mais je suis sûr qu'il y a des initiatives enseignantes qui se déroulent sur certains territoires qui sont extraordinaires et qui font en sorte que l'éducation à l'environnement, elle soit récurrente, qu'ils mettent en place des projets, qui développent l'approche sensible. C'est juste une photographie à un instant T de ce que sont les dispositifs aujourd'hui. Et effectivement, c'est un peu parfois caricatural. C'est le défaut d'un moment de se dire, essayer d'avoir une photographie à un instant T. Mais en tout cas, faut plutôt se le voir comme une forme d'encouragement, se dire, bah, effectivement, il y a du travail, et tant mieux, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Plutôt que se dire, c'est quelque chose de figé. C'est plutôt pour amener à la discussion. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de se dire, il faut absolument faire de l'école dehors, ou des aires éducatives, ou des sciences participatives. C'est plutôt des opportunités à saisir. Euh, et d'ailleurs, on est aussi en train de travailler sur quelle cohérence de ces dispositifs tout au sein du parcours de l'élève. Mais parce que bien évidemment, finalement, l'élève il va être peut-être éco-délégué en sixième, puis après il aura fait un peu d'école des devoirs en primaire avant, il fera une aire éducative quand il arrivera en cinquième, peut-être qu'il fera un peu de sciences participatives avec, quand il sera en troisième, etc. Et c'est peut-être, dans les perspectives de choses à venir, c'est réfléchir peut-être au curriculum et la cohérence des discours de chacun de ces dispositifs-là. Merci beaucoup. Je vais tenter une très belle transition avec Jean-Christophe. Et la transition avec Jean-Christophe, c'est tout simplement, tu concluais ton intervention par les dessins pour comparer les perspectives d'élèves qui avaient fait de la voile et ceux qui n'en avaient pas fait à l'intérieur d'une classe. Vous pouvez aussi le faire en début d'année et en fin d'année pour voir justement les effets provoqués sur les représentations de vos élèves et donc le chemin que vous avez parcouru avec eux en début et en fin d'année sur leur relation à la nature, que ce soit, et là, ça peut être sur l'eau, mais ça peut être sur des choses bien plus larges. Donc voilà, on rentre dans le dur des pratiques pédagogiques et donc sur cette deuxième partie de webinaire, Jean-Christophe Ortolan, donc je disais, ancien conseiller pédagogique départemental à l'EDD en Charente, va vous présenter deux dispositifs. Et je te laisse la parole, Jean-Christophe, et je suis tout oui quand je dois mettre les bouts de 30 secondes de vidéo. D'accord. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, j'étais conseiller pédagogique départemental. Je m'occupais de EDD et de sciences. Et par ailleurs, j'étais conseiller départemental de prévention, ce qui fait que j'ai aussi abordé la classe dehors par les aspects sécurité, le travail sur les conventions avec les propriétaires pour les terrains privés, etc., etc. Par rapport au projet que je vais vous présenter, enfin aux actions que je peux vous présenter, il y a un préalable très important, c'est que nous allons parler d'eau. Et il faut toujours se dire que pour un enfant, un ado, par définition, l'eau, c'est ce qui ne se voit pas. Et ce qui vit dans l'eau, on ne le voit pas. On voit un peu des plantes, on voit rarement des poissons, on voit jamais des écrevisses si on n'est pas directement au bord de l'eau. Et les invertébrés aquatiques, un peu l'objet du travail, c'est encore plus abscon si on n'a pas l'habitude d'y aller. Et c'est très important de faire des démarches et d'avoir des actions en particulier en classe dehors dans ce cadre-là pour passer par-dessus ce handicap et aussi pour comprendre le rôle essentiel de l'eau dans toute vie. Voilà, donc le projet dont il va être question en particulier avec la petite illustration de vidéo de 30 secondes, c'est une opération commune que nous avions montée entre la DSDEN. Alors pour notre collègue danoise, la DSDEN, c'est l'administration dans un département qui s'occupe des écoles, des collèges et des lycées. Et on avait monté une opération donc avec la Fédération de pêche. L'idée, c'était d'amener les élèves à des compétences suffisantes pour identifier ce qu'on appelle nous les petites bêtes au départ, puisqu'on travaille là-dessus dès la maternelle, et donc globalement tous les invertébrés aquatiques, qu'ils soient mollusques, insectes, etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir un travail uniquement sur le terrain. En fait, c'est ce qu'on a développé au fil des années. Et après, un réinvestissement, un étayage en classe et des constructions diverses, par exemple de cartes d'identité d'animaux, de végétaux aquatiques. Et ensuite, bah, de faire un jeu, comme on sait faire, sur les écosystèmes. Voilà.
Donc, le projet dont il va être question, tu peux te préparer pour la vidéo, Benjamin. C'est un projet qu'on a construit avec une maternelle de Confolens, c'est un secteur de Charente-Limousine. Confolens, c'est une école maternelle un petit peu spécifique pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est complètement collée au collège de Confolens, un collège de 350 élèves. Et la deuxième spécificité, c'est que les deux maîtresses de l'école ont toutes les deux petits, moyens et grands. Voilà. Et donc, elles travaillent en permanence ensemble. Alors, je vous propose de regarder les 30 secondes et dans le coup, ben, je vais commenter plutôt après. Voilà, vas-y Benjamin, si tu veux bien. Moi, je n'ai pas de son, hein. Je ne sais pas si vous en avez. Là, vous voyez Emmanuel Henry, l'animateur de la Fédération de pêche qui travaille avec les élèves. Là, voici à toi la parole, Jean-Christophe, après ces 30 secondes qui nous permettent de voir qu'il y a des plus petits avec des plus grands autour de la mare. Voilà. Alors, donc, l'idée, en fait, venait du creusement d'une mare dans la cour, enfin, dans le terrain du collège. Et dès le début, c'est un travail qui a été mené par une professeure de SVT avec les classes de sixième et les élèves du club environnement. Dès le début, les bouts de chou de la maternelle ont été associés pour découvrir un petit peu les animaux qui sont arrivés très vite, hein. Ça, c'est un des grands classiques quand on crée une mare, entre autres dans une école, c'est que si on végétalise un petit peu, si on fait un cadre à peu près accueillant, la mare se peuple en réalité très très rapidement. Donc c'est ce qui s'était passé et dès le début, donc il y a eu un travail en commun sixième et petit, moyen, grande maternelle. Et là, ce qu'on peut voir dans le film, donc, qui sera en ligne après, c'est que les élèves de sixième non seulement développaient des compétences scientifiques, parce que eux-mêmes, ça les aidait à réviser et à travailler sur les critères qui permettent d'identifier un animal, mais également ça les obligeait à se mettre un petit peu, on va dire, en surplomb et à faire un travail de tutorat auprès des bouts de chou. Donc, en gros, sur la séance, on avait un élève de sixième avec deux élèves de maternelle. Et l'idée, c'est l'activité est très simple, c'est on a des épuisettes troubleaux, si vous voulez, on a des seaux, on passe l'épuisette au fond de la mare, de l'étang, on voit ce qu'on a pu ramasser et ensuite on inventorie. Donc, sur cette activité-là, on s'est rendu compte que les fiches avec lesquelles on travaillait au début, c'est-à-dire des fiches plastifiées recto-verso, sur lesquelles on voyait les différents invertébrés aquatiques qu'on peut trouver en Charente, mais qu'en gros on peut trouver à peu près partout en France dans les milieux aquatiques. Ces fiches-là excluer de fait les élèves non lecteurs dans un premier temps, et puis quand même relever d'un niveau de perception, d'un niveau d'analyse des images ou des capacités d'identification qui quand même relevaient plutôt du cycle 3 et c'était très difficile d'aller avec des maternelles sur le terrain. Là, ça allait parce qu'il y avait des grands et que nous étions au moins 4 ou 5 adultes. Mais donc, ça nous a donné l'idée de produire un livret interactif. Alors, on va le voir après, mais en gros, le fonctionnement de ce livret, c'est un peu le principe d'une histoire dont vous êtes le héros. Et là, l'idée, c'était bien si l'animal que tu veux identifier a quatre pattes, tu vas en page 12. Si l'animal a deux antennes, tu vas en page 16. Et si l'animal à des petits vibrions, bah, tu vas aller répondre à la question numéro 15, etc. Voilà, donc on a créé cet outil
avec un groupe où il y avait des profs de SVT, donc là c'était des gens de collège et de lycée, deux enseignants élémentaires. Le travail a été coordonné par l'animateur de la Fédération de pêche qui, bon, lui a les compétences scientifiques bien assises pour ça. Et ensuite, on a travaillé avec une graphiste qui vit sur Angoulême. Alors bon, Angoulême, on a la chance de ce côté-là d'avoir un monde autour de l'image qui est absolument complet. On n'a pas que des auteurs de BD, on a à la fois des éditeurs, des studios d'édition, des gens qui travaillent l'image numérique et donc des graphistes. Et ça a donné exactement ce que Benjamin nous montre maintenant, en tout cas les 30 premières secondes. T'es bien meilleur que moi sur les transitions et je ne suis pas assez synchronisé. Attention, c'est parti dans 2 secondes. Je suis juste en train de meubler le temps de démarrer la vidéo. J'espère que personne ne s'en rend compte. Ça démarre dans 1 seconde et désolé d'avance pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas. Je sais qu'il y a eu quelques bugs. Hop, je vous mets ça. Hop, La vidéo est muette, hein, je vais commenter au fur et à mesure. d'accord. Hop. Voilà, donc on a appelé ça Enquête des petites bêtes d'eau douce. Pour information, nous sommes en train de travailler sur un nouveau livret sur les poissons cette fois. Voilà, donc un format A5, une centaine de pages. Là, vous avez les pages d'introduction, en travaillant bien sûr du vocabulaire. Dans quel type de milieu aquatique on se trouve, en travaillant ensuite la méthodologie. Et puis là, je ne sais pas qui est cette personne. C'est Roselyne Prieur, mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Tu peux, il y a quelque chose qui est. Moi, à l'écran, j'ai la photo d'une dame. J'ai coupé la j'ai coupé la vidéo au bout de 30 secondes comme prévu. Je te laisse Ah, reprendre le fil. d'accord. Bon, alors donc ensuite, bien vous aurez, ce sera terrible, vous serez obligé d'aller voir cette petite vidéo de présentation pour connaître un peu le mode d'emploi plus avant. Alors, il est clair que avec des élèves de maternelle, on a besoin d'un étayage et on s'aperçoit aussi que très souvent, il est nécessaire d'avoir avec soi, en plus des parents d'élèves et de l'enseignant, un animateur, alors type fédération de pêche. Nous, en Charente, on a Charente Nature, qui est une association membre du réseau national École et Nature, du FREN, et qui est bien sûr membre de France Nature Environnement, avec un service pédagogique formidable, hein, avec sept animateurs. On a cette très grande chance-là. Et voilà, c'est l'étayage par un scientifique fait toujours du bien. On a toujours, en premier degré en particulier, le même handicap par rapport à tout notre domaine, c'est qu'on n'a que 20-25% de profs des écoles qui sont de formation universitaire scientifique. Donc c'est toujours un besoin et en l'occurrence, faire classe dehors ne peut pas faire de mal. Voilà. Donc, comme Benjamin vous le disait et que nous vendons ce livret, vous pourrez le commander à la Fédération de pêche. Le bon de commande sera également en ligne. Voilà, sur cette première partie, ce que l'on pouvait dire, il y a vraiment quelque chose d'essentiel à savoir dans cette démarche-là, c'est que une fois qu'on a fait toute la phase de terrain, nous avions inventé également, alors je ne pouvais pas tout vous présenter aujourd'hui, hein, mais nous avions inventé également un gros travail sur la fabrication de cartes d'identité pour les animaux et les végétaux, alors en fait qu'ils soient en milieu forestier, milieu urbain ou en milieu aquatique, et que ce travail était étayé par des fiches de terrain. Donc c'est vraiment en classe dehors que tout commence. Et en classe, après, on élaborait les fiches qu'on avait fini par faire grâce à des fichiers Word tout bêtes. Et que derrière, ce qui est vraiment le plus important pour que les élèves réalisent ce qu'est un écosystème, réalisent la nécessité, réalisent l'interdépendance et la nécessité du respect, eh bien, c'est qu'ils arrivent à nommer et qu'ensuite ils arrivent à faire vivre cet écosystème au travers de différents jeux de rôle
dont le célèbre Sylvanie, inventé par nos collègues québécois. Voilà. Sur cette première partie, c'est terminé. Je vous propose de passer alors à quelques exemples, mais bon, j'ai vu tout à l'heure que vous êtes 40 et que donc vous avez forcément plein d'autres idées. Et Alors, juste un premier domaine, Jean-Christophe, je t'interromps oui. une seconde sur ce que tu viens de dire. Vous êtes très, très nombreux et vous avez beaucoup d'idées. Et une des conclusions de ce webinaire, en fait, je vous disais, je vais faire une petite synthèse. Enfin, non, l'intelligence artificielle va faire une synthèse dont je vais assurer le contrôle qualité avant qu'un deuxième contrôle qualité soit assuré par Bréwal et Jean-Christophe. Mais du coup, ça veut dire qu'on se crée une petite base de retour autour de l'eau et de la pédagogie. Donc, si vous avez des dispositifs, n'hésitez pas à nous les balancer dans le chat tout de suite pendant que Jean-Christophe vous partage ses expériences. Merci. Voilà. Donc, côté sciences expérimentales, quelque chose que je faisais, enfin bon, nous, dans le coin, on était quelques-uns à faire classe dehors il y a un peu plus de 30 ans, donc on a beaucoup bourlingué avec nos bouts de chou. Un des points extraordinaires, c'est de travailler sur la transformation ou la production d'énergie grâce à l'eau. Enfin bon, la Charente a ce site particulier qu'elle est extrêmement irriguée. On a le fleuve Charente, mais bon, on a tout un réseau formidable. J'espère que vous avez tous le même partout où vous êtes. Et on avait partout de quoi fabriquer des petits moulins. L'idée pour moi, c'était toujours dans ce cas-là de partir sur un défi qu'on lance aux élèves, et selon l'âge, soit tout simplement transporter quelque chose grâce à l'eau, faire tourner une roue, faire tourner un moulin, allumer une ampoule. Bon, là, on commence à être plus avec les grands de l'école élémentaire, et en prenant toujours soin de deux incontournables en pédagogie, à mon avis, est très important en classe dehors. C'est d'une part laisser toute sa place au tâtonnement expérimental, c'est-à-dire dans un premier temps intervenir le moins possible, mais par ailleurs, c'est pas contradictoire, avoir soigneusement préparé la démarche et le matériel de façon à ne pas être handicapé à un moment parce que, ah mince, on n'a plus de bâtonnets de chocolat glacé pour fabriquer les moulins, on n'a plus ça, il nous manque tel matériel ou tel autre. Voilà, donc le premier point, le travail sur l'énergie, il est fondamental, en particulier si après vous pensez niveau cycle 3, niveau collège, parce que quand on a produit de l'énergie et quand on a compris ce qu'est la notion de ressource, en l'occurrence l'eau, ça permet beaucoup plus facilement aux élèves de comprendre la différence entre une énergie renouvelable et une énergie fossile qui ne se renouvelle pas par définition. Voilà. En sciences expérimentales encore, un travail qui marche bien, et je parlerai de Ricochet à la fin, qu'on a travaillé en particulier dans le cadre de Ricochet, mais pour lesquels il y a plein de possibilités. Un travail sur le circuit de l'eau domestique est très intéressant, que ce soit dans l'ordre de production et d'utilisation de l'eau, c'est-à-dire du captage à la station d'épuration, ou que ce soit au contraire en partant de la salle de classe, ça c'est intéressant avec les bouts de chou, en partant de la salle de classe et en essayant de repérer l'eau partout, soit l'eau qui arrive à l'école avant le robinet, soit l'eau qui coule dans la cour, soit l'eau qui est, entre guillemets, c'est toujours particulier pour un enfant, ça, l'eau qui est lavée après qu'on s'en soit servi. C'est pas évident pour un bout de chou, a priori, de comprendre qu'on est obligé de nettoyer l'eau avant de s'en resservir. Voilà, donc la réalisation, un des points sur lesquels on a pu travailler, c'est la réalisation de maquettes. Ça, j'ai fait ça X années avec mes élèves. Et c'est également de travailler sur la différence avec le circuit naturel de l'eau, chose pour laquelle on avait également d'ailleurs produit des maquettes pour travailler sur la gravité, voilà. Donc, ça, c'est un point. Un autre truc, c'est un petit peu anecdotique, mais en 30 secondes, ça peut être rigolo. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Elle a beaucoup diffusé. Nous, on avait utilisé ça pour un projet européen qui s'appelait Planète Bleue avec les Portugais, les Irlandais. C'est l'idée que vous trempez dans du colorant alimentaire un œillet blanc et qu'au bout d'un moment, il est plus blanc. En tout cas, la bordure se teinte dans la couleur du colorant en question. Un autre point
Et là, j'aborde quelque chose d'important, à mon avis, en classe dehors. C'est le lien avec donc les enseignements disciplinaires. Donc là, on est resté en sciences pour l'instant. Je pense à autre chose, je pense à l'éducation à la citoyenneté, en particulier à la langue française. Le travail sur le partage de l'eau, c'est quelque chose d'essentiel, que ça soit en pensant aux problématiques qui nous attendent avec le changement climatique, hein, c'est-à-dire le partage et les choix que ça peut nous amener à faire en matière de production agricole, par exemple. Et là, les boulots qu'on a pu faire, que ce soit en direct avec mes élèves qui étaient des CE1, CE1 surtout CE2, CM1, CM2, c'est le travail d'écriture d'une pièce de théâtre sur le partage de l'eau, ou bien autre chose, un travail de jeu de rôle où chacun va prendre le positionnement par exemple chez nous, d'un maïsiculteur irrigant, le positionnement d'un pêcheur, le positionnement d'un ornithologue qui adore les oiseaux, le positionnement de quelqu'un qui dirige ou préside un syndicat d'eau potable. Voilà. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte et ça permet de travailler la langue, que ce soit la langue écrite pour le théâtre ou la langue orale en particulier dans le cadre d'un jeu de rôle. Toujours dans le registre interdisciplinaire, si on passe au maths, un travail qui est très intéressant, qu'il est très intéressant de faire dehors, c'est tout le travail de manipulation, de transvasement, de comparaison de l'eau à l'école maternelle. Ça, c'est un point pour lequel les élèves ont besoin à la fois de place. Là, l'intérêt d'être sur le terrain, c'est que on a moins de soucis avec les ATSEM, voilà, par rapport au nettoyage du milieu. Également, un travail sur le début des mesures de capacité quand on est au cycle 2, ou un travail sur les volumes d'eau, et on va retomber sur la notion de partage de l'eau, sur les volumes d'eau pour les différentes activités humaines au collège. Il est important, puisqu'on parle beaucoup, on parle d'une façon générale dans la société des problèmes qu'on a avec l'eau, en particulier en plein été ou sur l'automne, hein. Nous, par exemple, les rivières n'ont retrouvé leur niveau, on va dire, classique de l'automne qu'il y a environ une semaine, hein. Voilà, avant, c'était absolument pas le cas. Il nous reste 7 Voilà, minutes. donc, Euh, comment? je disais, il nous reste 7 minutes et j'aurais besoin de 4 minutes. Eh bien, en 3 minutes, ce sera donc fait sans aucun problème. Je voulais donc vous parler d'un petit point, qui est toujours disponible, mais plus en vente. C'est le programme sur l'eau qui s'intitule Ricochet. Ça m'intéressait en fait de venir dessus parce que Bréwal tout à l'heure a fait référence à Dominique Cotreau, et il se trouve qu'avec Dominique, nous avons fait partie de l'équipe qui a testé le programme Ricochet au centre de découverte d'Opter en Charente en 1996, ce qui nous rajeunit énormément. Et que donc, on avait beaucoup travaillé à cette époque-là sur les différentes entrées sur l'eau, sur l'alternance que propose ce programme entre le travail sur le terrain, entre pédagogie de projet, pédagogie de l'imaginaire. Et là, je voulais rebondir sur ce que disait Bréwal tout à l'heure, les approches qu'on peut avoir, que ce soit une approche par projet, une approche sensible, une approche sensorielle, en fait, elles doivent sans arrêt, on doit pouvoir aller de l'une à l'autre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une approche, à mon avis, meilleure que l'autre. La bonne approche, c'est celle qui est adaptée au contexte qu'on a dans son école. Est-ce qu'on est en milieu urbain, rural, voilà. C'est vraiment ça, à mon avis, la clé de la réussite. Dernière chose, ayant été membre de cette belle administration pendant 45 ans, ayant juste tiré ma révérence, notre ministère est de plus en plus féru de statistiques. En conséquence, je plaide, et je plaidais auprès de mes collègues, hein, pour que ce soit la classe dehors ou l'école ou l'éducation au développement durable dans son ensemble, on travaille bien en parfaite connexion avec tous nos enseignements disciplinaires, et que la classe dehors, en dehors du fait de faire des citoyens proches de la nature, de renaturer tout
tout le rapport au monde qu'ont les enfants, qu'en dehors de ça, ben, ça permette bien à l'école de la République d'apprendre aux élèves à lire, à écrire et à compter. Et je vous remercie. Merci Jean-Christophe. Et puis merci Bréwal. Au passage, il nous reste 4 minutes. Déjà, si quelqu'un est capable de faire une prise de parole en 1 minute et souhaite partager un dispositif, que ça soit, j'ai vu que l'OCCE, il parlait des classes O. S'il y a quelqu'un qui veut absolument évoquer quelque chose, bah voilà, il reste 2 minutes pour le faire et ça vous est ouvert. Et puis sinon, on aime bien finir plus tôt, hein, parce que généralement les webinaires finissent en retard et on se met en retard. Alors que là, on vous laisse le temps d'aller boire un café. Je le disais en début de séance, ces webinaires ne sont pas financés. L'association La Fabrique des communs pédagogiques est une association d'intérêt général. Tout don est défiscalisable à 66%, c'est-à-dire, et on cherche à avoir des dons mensuels, ce qui nous permet d'avoir un prévis dans notre budget, sur notre trésorerie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand mouvement en cours au sein des associations en France, que globalement, plusieurs centaines de milliers d'emplois risquent d'être détruits au cours de l'année 2026 dans le secteur associatif et qu'il y a un vrai risque d'effondrement. Donc, on a besoin du soutien des citoyennes et des citoyens. Voilà, vous avez le mail de Bréwal dans le chat. Je vous mettrai aussi dans le compte rendu le bon de commande pour le livre de la Fédération de pêche auquel a participé Jean-Christophe Ortolan. Et puis Je peux voilà, je vous mettre mon remercie. mail aussi, hein, Eh Benjamin. ben, je ne voulais pas te forcer la main publiquement, donc si tu souhaites mettre ton mail, je te laisse le mettre dans le chat. Voilà, merci aux chercheurs, animateurs nature, enseignants, personnels d'encadrement, architectes, agents des collectivités, élus qui étaient là aujourd'hui. C'est vous qui faites l'éducation dehors et qui la rendez possible. C'est pour vous qu'on fait tout ça. Donc merci de vous être mobilisés. Et puis bien sûr, un énorme merci à Bréwal et à Jean-Christophe qui ont gentiment accepté de participer bénévolement à cette heure, de donner de leur temps et de partager un peu de leur pratique et de leurs connaissances. Voilà. Ah non, Merci tout le monde. tu n'as rien perturbé, Roselyne. C'est moi quand j'ai coupé la vidéo, ça a dû mettre ton visage en avant. Voilà. Et puis merci aux collègues des cahiers pédagogiques d'être là aussi, et donc à Roselyne. On a donc des profs d'SVT aussi qui étaient parmi nous. J'espère que ça vous aura été Non, non, utile. Roselyne n'a rien perturbé du tout, c'est que j'étais pas de souci. À très bientôt. Et donc, je vous mets le lien dans le chat à nouveau pour le don mensuel si vous voulez faire. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.